Bonjour. Alors, une petite séance de plus sur les écrivains et la Shoah et la déportation. Promis, après j'arrête, hein, parce que c'est vrai que c'est pas très gai, mais franchement c'est important. Et bon, après je n'enchaînerai pas tout de suite sur les tranchées, les poilus, parce que bon, je veux pas non plus avoir une série de suicides en rafale, hein. Donc je ferai une petite pause avec des nouvelles à chute, un peu plus sympathiques et un peu plus comiques. Voilà. Alors, donc je reviens sur les écrivains et la Shoah. Je vais reprendre un extrait d'Elie Wiesel, qui malheureusement n'est pas dans votre livre, puisque les programmes ont décidé de pratiquement retirer tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale au profit de la Première. Ce qui, à mon avis, est quand même très dommage. Donc, j'ai pris l'ancien livre de 3e que j'aimais beaucoup. Et je reprends un autre extrait de La Nuit d'Elie Wiesel. Hein. Je vous rappelle que je vous avais lu... la mort du père d'Elie Wiesel, qui a été déporté à 15 ans et qui éprouvait malgré lui un certain soulagement quand son père est mort du typhus dans des circonstances assez atroces. Donc là, je reviens sur un extrait qui concerne l'arrivée au camp, les débuts de l'arrivée au camp d'Elie et de son père. Près de 365 000 juifs du Hongrie, dont la famille Wiesel, sont déportés à Auschwitz en 1944. La famille vient d'être séparée. La mère et la sœur d'Elie Wiesel disparaissent à jamais. Le petit Elie, qui a 15 ans, est resté avec son père. Non loin de nous, des flammes montaient d'une fosse, des flammes gigantesques. On y brûlait quelque chose. Un camion s'approcha du trou et y déversa sa charge. C'étaient des petits enfants, des bébés. Oui, je l'avais vu, de mes yeux vus. Des enfants dans les flammes. Est-ce donc étonnant si depuis ce temps-là le sommeil fuit mes yeux? Voilà donc où nous allions. Un peu plus loin se trouvait une autre fosse plus grande pour des adultes. Je me pinçais le visage. Vivais-je encore? Étais-je éveillé? Je n'arrivais pas à le croire. Comment était-il possible qu'on brûlât des hommes, des enfants, et que le monde se tue? Non, tout cela ne pouvait être vrai. Un cauchemar. J'allais bientôt m'éveiller en sursaut, le cœur battant, et retrouver ma chambre d'enfant, mes livres. La voix de mon père m'arracha à mes pensées. Dommage. Dommage que tu ne sois pas allé avec ta mère. J'ai vu beaucoup d'enfants de ton âge s'en aller avec leur mère. Sa voix était terriblement triste. Je compris qu'il ne voulait pas voir ce qu'on allait me faire. Il ne voulait pas voir brûler son fils unique. Une sueur froide couvrait mon front, et je lui dis que je ne croyais pas qu'on brûlât des hommes à notre époque, que l'humanité ne l'aurait jamais toléré. L'humanité ne s'intéresse pas à nous. Aujourd'hui tout est permis, tout est possible, même les fours crématoires. Sa voix s'étranglait. Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit du camp, qui a fait de ma vie une longue nuit, cette fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu le corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme, et mes rêves qui prirent le visage du désert. Jamais je n'oublierai cela, même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même. Jamais. Alors, un passage qui est assez terrible, hein, qui parle de crémation artisanale dans des fosses, hein. Alors je précise que les personnes sont mortes, hein, on ne les brûle pas vives quand même si ça a pu de temps en temps, à de rares exceptions, arriver. C'est relaté dans un livre, c'était quand même heureusement très exceptionnel, parce que c'est déjà assez atroce comme ça. Alors je reviens sur certains passages, notamment l'anaphore de la dernière partie du texte. Jamais je n'oublierai, jamais je n'oublierai, jamais je n'oublierai. Je vous rappelle qu'une anaphore, c'est quand plusieurs phrases commence par les mêmes mots. Donc cette anaphore qui insiste sur l'impact de cette vision d'horreur qu'a pu avoir Elie Wiesel, avec des choses très fortes et très graves, comme ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi, hein, avec cette métaphore de sa foi qui est consumée, c'est-à-dire comme si le feu avait brûlé ses croyances, également qui assassinèrent mon Dieu et mon âme. Donc pour lui, le fait que ce spectacle lui ait fait penser que Dieu n'existait pas, parce que comment penser que Dieu puisse exister et permettre des choses aussi atroces? Alors également l'utilisation de l'imparfait du subjonctif. Comment était-il possible qu'on brûlât des hommes, qui est utilisé par 2 fois, qu'on brûlât, ça s'écrit A accent circonflexe T, ça c'est typique de l'imparfait du subjonctif. Puisque normalement la 3e personne du singulier, quand il s'agit du passé simple, n'a ni accent circonflexe ni T. Si on dit
à l'époque, on brûla beaucoup de personnes, ce sera juste un A. Donc là, c'est un imparfait du subjonctif parce que, en fait, on pense que ce n'est pas possible. Et du coup, c'est une hypothèse. Alors, également, une autre métaphore. Hein. Était-ce donc étonnant depuis ce temps-là que le sommeil fuit mes yeux? Hein, le fait de dire de cette façon très imagée, donc il ne réussit plus à dormir. Et avec même une personnification du sommeil, hein, qui s'éloignerait volontairement de ses yeux. Donc on précise bien au début que Elie Wiesel a été séparée de sa mère et de sa sœur étant plus jeune, puisque à l'arrivée il y avait une sélection et que les femmes ayant des enfants en bas âge étaient gazées de même que leurs enfants. Et donc on comprend que la phrase du père qui lui dit « Dommage que tu ne sois pas allé avec ta mère », heureusement qu'Elie Wiesel n'est pas allé avec sa mère parce que sinon il aurait été gazé directement en même temps que sa mère et sa sœur et ne serait pas revenu puisque finalement c'est le seul qui va revenir puisqu'on sait que son père est mort dans des conditions qu'on a déjà évoquées. Alors je reviens aussi sur les subordonnées relatives dans la deuxième partie du texte. La première nuit du camp, qui a fait de ma vie une longue nuit, cette fois verrouillée? Je vous rappelle que les subordonnées relatives sont introduites par des pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, et qu'elles ont un antécédent, c'est-à-dire un mot auquel elles se rapportent, qui est un nom ou un pronom. Donc ici, qui a fait de ma vie une nuit longue, l'antécédent c'est la première nuit du camp. D'où le titre du livre d'ailleurs, La nuit. Également, je n'oublierai jamais les petits visages muets des enfants dont j'avais vu les corps se transformer, dont j'avais vu les corps, l'antécédent et des enfants. Ou encore, jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi, l'antécédent étant ces flammes. Et je vous rappelle que les propositions subordonnées relatives sont à distinguer des propositions subordonnées conjonctives, qui, elles, sont introduites par que, si, quand, lorsque et comme, et que, par contre, les interrogatives et les relatives et les conjonctives peuvent toutes les deux être introduites par que, et que dans ce cas-là, pour les distinguer, on regarde le mot qui est avant et dont elles dépendent. Si c'est un nom ou un pronom, c'est une relative. Si c'est un verbe, c'est une conjonctive. Et même, quand on n'utilise que, on parle de conjonctive complétive, puisque ce sont des conjonctives particulières. Donc voilà pour l'extrait qui concerne Elie Wiesel. Alors, je voudrais vous parler encore de quelques livres que je vous engage vivement à lire éventuellement, bien qu'ils ne soient pas forcément très euphorisants. Alors, un livre dont j'ai déjà parlé, mais bon, comme vous ne m'écoutez pas toujours forcément, j'en reparle, c'est Jo Wasblatt et Gilles Lambert, mais le héros c'est Jo Wasblatt qui s'est fait aider d'un écrivain, le témoin imprévu. Alors, Jo Wasblatt, c'est un jeune garçon de 15 ans, polonais, qui est déporté. Beaucoup de Polonais sont morts dans les camps, énormément, encore plus de Hongrois. Énormément de Hongrois, puisqu'ils ont été activement dénoncés par leurs compatriotes qui étaient très très antisémites. Et Jo Wasblatt raconte deux choses. Alors, déjà, on explique le titre, le témoin imprévu, c'est que Jo Wasblatt a failli être gazé. Alors, je vous raconte, ou plutôt je vous lis. Ainsi, il peut dater approximativement l'ultime sélection de jeunes qu'il ne parviendra pas à éviter. Les sélections, c'est quand on choisit ceux qui vont mourir et ceux qui vont vivre. Celle qui le conduira jusqu'à la chambre à gaz du crématoire 4. Nul n'a jamais raconté ce qui se passait dans ces boyaux obscurs après la projection des granulés de cyanure. Les morts ne parlent pas. Elie Wiesel écrit dans ses mémoires « Les chambres à gaz, il vaut mieux qu'elles restent fermées aux regards indiscrets. » Et à l'imagination. On ne saura jamais ce qui s'est passé derrière les portes d'acier. On le sait malheureusement aujourd'hui. On a vite dit que, pour une bouffée d'air, pour une seconde vie, les victimes se battaient entre elles, qu'elles grimpaient sur les épaules des plus faibles. Il s'agirait du fameux « Todeskampf », ce combat des mourants contre la mort, si cher à certains penseurs. On a dit tant de choses qu'il aurait mieux valu taire, que les morts parlent s'ils en ont envie. Mais comme nul ne sait s'ils le souhaitent, eh bien, qu'on les laisse tranquilles. Alors que la porte métallique étanche vient de se refermer sur les condamnés, une colère de Mengele sauve Jo. Sur la cinquantaine de jeunes épargnés ce jour-là, Jo Wasblatt sait qu'ils étaient à la libération au moins 3 rescapés, 3 jeunes de Lodz, le petit Hermann Goldberg, Jacques Barre et lui-même.
Jo n'exclut pas que 50 ans après, d'autres rescapés de la sélection interrompue soient encore en vie. On apprendra un peu plus loin que Mengele, qui était un médecin qu'on appelait médecin de la mort et qui faisait des expériences sur les humains, avait donc piqué une colère parce qu'on avait voulu gazer des jeunes sans son avis et sans savoir si des spécimens l'intéressaient. Et donc c'est à cette intervention totalement inattendue que Jo Vachblatt doit d'avoir finalement survécu. Enfin, c'est à ce genre de hasard qu'on pouvait devoir la vie ou la mort. Donc on peut appeler ça effectivement une intervention inopinée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir, et donc je vous propose que inopiné soit le mot du jour. Donc n'hésitez pas à l'utiliser dans vos commentaires et je validerai vos phrases, ou pas. Enfin, vous savez que je suis assez inflexible, hein. Soit c'est bien utilisé, soit ça ne l'est pas, et donc ce n'est pas validé. Autre passage juste avant, très très émouvant. Alors j'ai eu la chance moi de voir dans un débat Jo Vachblatt, beaucoup plus âgé, qui témoignait et qui racontait cet événement dans le camp et qui 30 ans plus tard en pleurait encore. Il raconte qu'un de ses camarades, un jeune du camp, vient le voir et lui dit ceci. Alors, je retrouve le passage. Vous voyez que tout est fait en live. Alors, un jour, il voit son copain Haïm Rosenberg, le visage bouleversé. « Jo, Velvo est pris !» Jo mesure aussitôt l'étendue du drame. Depuis la déportation de leurs parents dans le ghetto, les deux frères ne se quittent pas. Ils ont voyagé ensemble. Ensemble, ils ont échappé aux premières sélections. Il faut sortir Velvo absolument. Jo a bien réussi, lui, à s'extraire du bloc des condamnés. Haïm sait où Velvo est enfermé. Avec Jo, il essaye d'établir le contact. En vain. Alors Haïm se tourne vers Jo. « Je ne veux pas le laisser tout seul, je vais y aller. »« Mais c'est impossible, tu sais bien que c'est allé au gaz. » Pour retenir Haïm fou de douleur qui ne veut pas laisser son petit frère partir seul vers la mort, Jo déploie des efforts surhumains. Il le supplie, le menace, évoque un possible départ vers l'Allemagne. Rien ne modifie la décision de Haïm. « Jo, je ne peux pas laisser Velvo tout seul. Je remplace papa. Papa est mort dans le ghetto en 1942. Tu te souviens ? Jamais il n'aurait laissé Velvo partir seul. » Jo, ayant puisé tous ses arguments, tente de le retenir par la force. Haïm lui échappe et va frapper à la porte du bloc. Il connaît le capot. « Laisse-moi entrer. » Jo ne reverra jamais les deux frères Rosenberg. Aujourd'hui encore, son regard se voile quand il évoque le sacrifice de son ami Haïm, le garçon de 16 ans qui n'a pas voulu laisser son petit frère entrer seul dans la chambre à gaz. Donc des moments très bouleversants où on voit que l'être humain n'a pas pu être complètement effacé et transformé et réduit au rang d'animal, puisque ce jeune garçon fait ce sacrifice ultime magnifique de se sacrifier pour accompagner son jeune frère dans la mort alors qu'il n'a lui-même que 16 ans et qu'il aurait vraisemblablement pu survivre. Donc quelque chose de vraiment très touchant. Dans ce livre d'ailleurs, au début, Jo Vachblatt raconte qu'il fait le tri des vêtements dans les valises et qu'en faisant les tris des vêtements, il tombe sur la robe que portait sa plus jeune sœur. Et il va garder pendant 18 mois un des morceaux de la robe de sa sœur dont il sait désormais qu'elle a été exécutée dès son arrivée. Autre livre intéressant mais très 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 dur, Shil Rachman, Je suis le dernier juif, qui parle de Treblinka. Alors, très dur puisque Treblinka était un camp d'extermination, puisqu'on avait des camps de concentration, des camps de concentration et d'extermination, et des camps d'extermination pure, c'est-à-dire qu'à Treblinka, toutes les personnes qui arrivaient, à part ceux qu'on utilisait pour faire l'horrible travail d'évacuer les cadavres, tous les autres mouraient dès leur arrivée. Et donc Shil Rachman raconte que il a contribué à cette mécanique terrible de mort et qu'il a passé des jours et des jours à sortir des cadavres, à récupérer les dents en or sur les cadavres parce qu'évidemment il ne fallait rien perdre. Ensuite à exhumer des cadavres des fosses pour les incinérer, enfin des choses assez atroces. On parle aussi Martin Gray dans son livre Nom de tous les miens. Martin Gray, c'est un juif du ghetto de Varsovie qui avait une rage de vivre incroyable, puisqu'il va être d'abord isolé dans le ghetto, déporté à Treblinka, donc il va réussir à s'échapper. À son retour, il va découvrir que toute sa famille est morte
il va reprendre le dessus, fonder lui-même une famille. Malheureusement, il va s'installer aux États-Unis et auparavant, toute sa famille va succomber dans l'incendie de sa maison dans le sud de la France, donc sa femme et tous ses enfants, ses 4 enfants. Et il va avoir la tentation de mettre fin à ses jours, et puis son désir de vivre va être plus fort que tout, et il va avoir le courage de se remettre à vivre et de fonder à nouveau une famille. Et il écrit ce livre bouleversant qui s'appelle « Au nom de tous les miens ». Et lui aussi parle, puisqu'il était à Treblinka, dont il a réussi à s'échapper providentiellement, de ce travail qui consistait à récupérer les dents sur les cadavres et à évacuer les cadavres, puisqu'il a dû le faire aussi, tout jeune encore. Et il parle d'un moment où il évacue des corps d'enfants, et où donc il ne les soumet pas aux dentistes, puisque c'est comme ça qu'on appelait ceux qui récupéraient les dents en or. Il me fait signe de passer avec ces 3 corps d'enfants qui avaient à peine 5 ou 6 ans. Le SS, celui que nous appelions Idioten, ce qui veut dire idiot en allemand, parce qu'il nous abreuvait de ce mot, s'est approché. Pourquoi a-t-il demandé? Ils avaient à peine 5 ans, sûrement pas de dents en or. J'écoutais, immobilisé par un Ukrainien qui avait suivi son maître SS. C'est une bonne excuse, a dit Idioten. D'un geste, il a montré la fosse au jeune homme aux longues mains blanches, dont le corps est tombé presque en même temps que celui des 3 enfants. Ici, il me faudrait une autre voix, d'autres mots. Parmi les corps chauds, nous avons trouvé des enfants encore vivants. Seulement des enfants, contre le corps de leur mère. Et nous les avons étranglés de nos mains avant de les jeter dans la fosse. Et nous risquions notre vie à faire cela car nous perdions du temps. Or, les bourreaux voulaient que tout se passe vite. Ils nous pressaient tant que brusquement le silence s'établissait. Nous avions terminé notre tâche, attendant quelques minutes la vague suivante. Nous l'entendions arriver, nous écoutions les cris fous, les aboiements des chiens, et nous trouvions parfois des hommes mutilés, le bas-ventre en sang, les chiens dressés par les hommes à pousser les vivants vers la mort. Il me faudrait une autre voix, d'autres mots, pour dire la honte qui me submergeait parfois par saccades, comme une nausée de vivre encore, et puis la rage qui me reprenait de vivre, vivre pour dire ce que nous avions vu, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils nous avaient contraints à faire. Et plus ils étaient sauvages, et plus s'ancrait à moi la certitude qu'ils seraient vaincus, qu'il n'était pas possible que ce royaume de mort devienne le royaume des hommes. Leur peste cesserait un jour, et il faudrait être là, témoin et juge, au nom de ces enfants étranglés, au nom de tous les miens. Donc, au nom de tous les miens, qui reprend le titre et qui explique bien cette rage de vivre et de témoigner, témoigner pour dénoncer, pour qu'on n'oublie jamais et pour que ça ne se reproduise jamais. Avec ces expressions de devoir de mémoire et de plus jamais ça. Même si malheureusement, dans le monde, encore actuellement, des choses atroces se passent. Voilà. Donc j'arrête avec toutes les horreurs de la déportation, désolée, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître dans toutes ces horreurs, juste ne serait-ce que pour la mémoire de toutes ces malheureuses victimes. Hein. Et je vous rappelle que le mot du jour est inopiné, quelque chose ou une chose à laquelle on ne s'attend pas du tout. Voilà, bon demain pour des choses plus joyeuses et plus sympathiques. Bon courage! Et c'est pas arrêté.